Je m'appelle Caroline, j'ai 36 ans et une vie bien remplie. Je vais à la rencontre de femmes au parcours inspirant qui sont également mères afin de savoir comment elles trouvent leur équilibre entre la vie pro et la vie perso. Bienvenue dans le podcast Inspirante. Dans ce premier épisode, je vous emmène à la rencontre de Nathalie Nguyen. Avec Nathalie, nous étions dans la même classe au lycée et nous ne sommes pas revus depuis que nous avons passé le bac. Alors, au vu de son parcours professionnel et personnel, c'est tout naturellement que j'ai pensé à elle pour un épisode d'Inspirante. Je suis ravie de commencer ce nouveau projet avec cette rencontre qui a été pleine de joie et d'émotion. Je vous laisse découvrir cet échange et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Nathalie. Bonjour. Merci de me recevoir au Hanoï Café d'Opéra, qui est un de tes lieux de travail. Oui. Ça me fait très plaisir de te recevoir pour être la première invitée de ce nouveau podcast. On en parlait en off et on trouvait ça important de le préciser, c'est qu'on s'est connus au lycée. Ouais, c'est incroyable. Ouais, qu'on ne s'est pas vu, je crois, depuis le bac. Et c'est que ça. Cet enregistrement, voilà, c'est vraiment l'occasion de se retrouver. On a toutes les deux eu des parcours bien remplis, des fois un peu similaires sur certains points. Et voilà, je suis vraiment ravie de te recevoir dans ce podcast Inspirante. On va pouvoir parler de ton parcours et de ta vie de maman qui, je sais, te tient évidemment énormément à cœur. Merci. Mais je suis super flattée d'être ta première invitée. Je trouve ça incroyable. Et une des premières phrases que je t'ai dit, c'est il y a 18 ans, effectivement, on se connaissait. Et aujourd'hui, il y a 18 ans en plus qui se sont rajoutés. Et on n'a pas trop changé, c'est cool. Ouais, non, c'est vrai, on n'a pas tant changé que ça. Et écoute, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ? J'aime bien que les invités se présentent par eux-mêmes. Bien sûr. Alors, je m'appelle Nathalie Nguyen. Nom marital, Farja Nguyen, mais ça, personne ne le sait. Okay. J'ai 36 ans, j'ai 2 magnifiques petites filles et je suis chef de cuisine. Voilà. Ok, très bien. Alors, pour commencer justement à parler un peu de ton parcours pro, donc aujourd'hui tu te détermines comme chef de cuisine. Moi, à l'époque, quand on se connaissait après le bac, tu n'es pas partie du tout dans ces études-là. Pas du tout. Tu étais dans l'audiovisuel, c'est ça ? Complètement. Je suis partie dans un BTS audiovisuel. Alors, il faut savoir que depuis très très jeune, j'ai voué une obsession pour la nourriture, pour la bouffe en général. Enfin voilà, je m'arrête devant un distributeur automatique, je regarde tout ce qu'il y a à manger à l'intérieur. Enfin bon bref, je lis un Astérix, je vais tout de suite au festin à la fin et je regarde les cuisses de sanglier. Vraiment grosse obsession pour la bouffe. Et ma petite maman, qui était cuisinière de rue au Vietnam, elle m'a appris tous les rudiments de la cuisine asiatique. Sauf que quand je lui ai dit que j'étais très passionnée, elle m'a dit, ma petite, moi je t'apprends à cuisiner pour que tu sois bonne à marier. Très bien. Oui, d'accord. D'ailleurs, il faudrait que tu termines le repassage et le ménage. Donc voilà, ils m'ont expliqué très humblement qu'ils n'avaient pas fait tout ce chemin du Vietnam jusqu'en France pour que je sois cuisinière, alors que c'est pas forcément un parcours de choix de vie au Vietnam. Il fallait que je fasse de belles études et que j'honore la famille, et je l'ai très bien compris. J'ai du coup fait un BTS audiovisuel et ça m'amuse beaucoup l'audiovisuel aussi, donc c'est pas... Je me suis mise un peu de côté, mais... une fois que j'ai eu mon BTS en main, je suis passée directrice artistique d'une agence. J'ai quand même continué ma petite passion en cuisine, et tous les soirs je cuisinais. J'avais un blog de cuisine. Et je me suis rendu compte que le plus gros plaisir, c'était peut-être de rentrer à la maison le soir et de cuisiner. D'accord. J'ai reçu à l'époque, comme beaucoup de monde, un email disant, est-ce que vous voulez participer à la prochaine émission de MasterChef ? Oui, peut-être que certains te connaîtront de là. Voilà, c'est ça. C'était pour la 2e saison de MasterChef. J'ai lu cet email au travail avec mon boss, et ce qu'il ne m'avait pas dit, c'est qu'il était fan de l'émission. Mais non. Il m'a fait, non seulement tu vas candidater, mais en plus tu vas gagner. J'ai fait, peut-être pas, mais on va essayer, d'accord, merci beaucoup. Il m'a donné mon petit congé sans solde. Et je me suis inscrite. Trop bien. Et j'ai fini 3e. Ce qui est pas mal quand même. Ce qui est pas mal. Donc, bouleversement total à l'âge de 22 ans. Gros tourbillon médiatique quand on sort de ce genre d'émission, où j'ai très rapidement eu la chance de changer de vie.
Et ce que les gens ne savent pas, c'est que quand tu sors d'une émission telle que MasterChef, c'est que tu n'es pas chef de cuisine. Les gens pensent que tu es... Oui, que tu sais tout faire. Non, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, mais il faut éviter de le dire. Ok. J'ai eu beaucoup de chance parce que un des membres du jury est Frédéric Canton, qui est un chef 3 étoiles, qui m'a tout de suite mis sous son aile. Trop bien. Je travaillais chez lui. Non, c'est top. C'est un truc formidable de pouvoir tout de suite accéder à de la gastronomie étoilée. Il m'a mis sur différents postes pour que je puisse apprendre très vite. Ok. Et en même temps, j'ai passé mon CAP de cuisine et de pâtisserie avec la mairie de Paris. Ok. Donc j'avais cours le soir. Ah oui. Voilà. Et j'ai tout fait pour me rattraper. Donc tu étais en cuisine la journée avec Frédéric Canton quand et le soir j'avais le temps et quand j'étais pas en prestation. Okay. Et le soir j'étais en cours de cuisine ou de pâtisserie. Ça a dû être très intense déjà à cette partie-là de ta vie. Ouais, mais c'était important. Enfin. Tu sors de cette émission, tu sais pas ce que ça veut dire blanchir, ciseler, émincer. Enfin bref, vraiment, c'était pour moi, j'avais l'impression de mentir. Ok. Ouais. Mais tu savais par contre que c'est ça que tu voulais faire comme métier, enfin qu'en fait tu voulais vraiment prendre cette voie-là. Ouais, bien sûr. Enfin, on me contactait, on me disait voilà, on veut ouvrir un restaurant. Est-ce que vous pouvez créer un menu et former les équipes? Ah ouais, déjà là, la sortie de MasterChef. Vraiment le premier. Ok. On m'a appelé tout de suite pour 2 différents postes différents. Un, pour effectivement la création de menus et la formation des équipes. Okay. 2, pour des prestations audiovisuelles. Donc émissions de cuisine, ce genre de choses. Mais moi j'ai eu un gros syndrome de l'imposteur. Ok. J'imagine, je comprends bien. Ouais. Mais bon, ça va. J'ai tout fait pour me rattraper. Ok. Et donc tu fais ces formations. T'as ton CAP du coup, j'imagine. Et qu'est-ce qui se passe après? Et ben après, vie ultra trépidante. Je fais beaucoup d'émissions de cuisine. Je travaille bizarrement beaucoup à l'étranger. Okay. Beaucoup en Asie, en Chine, au Japon, aux États-Unis. Enfin, j'ai vraiment eu un tourbillon très rapidement, très fort. Et bizarrement, plus je voyageais, plus je travaillais à l'étranger, plus j'avais envie de rentrer chez moi. Ok. Ouais. Et cette vie en tant que consultante, qu'en tant qu'entrepreneur, était pleine de solitude aussi. Ok. C'est marrant. Enfin, j'adore être consultante. Ouais, c'est ça. Être sur des projets, c'est très excitant. Mais c'était aussi super déchirant pour moi parce que quand un projet était abouti, que les équipes étaient prêtes, c'est là où je les abandonnais. Ah oui. Horrible. En plus, moi, je m'attache pour rien du tout. Hein. Ah non, mais c'est horrible. Et très rapidement, moi, j'ai l'impression toute ma vie, j'ai cherché à poser mes bagages très rapidement. Okay. Et la première fois où j'ai vraiment posé mes bagages, c'est chez Pitaya. D'accord. Donc, il y avait 3 restaurants à l'époque. Okay. Ils désiraient se développer en franchise. J'avais aucune idée de ce que c'était. Et ça a été, je pense, ma plus belle ligne de CV et qui m'a ouvert le plus de portes depuis. Voilà. Et du coup, tu es arrivé là pour les aider à développer la carte à la base, c'est ça, développement de carte, industrialisation entre guillemets du concept parce qu'il y avait vraiment 3 petits restaurants, tout était fait maison, c'était très mignon, c'était à Bordeaux et le but c'était de se développer et de devenir une franchise. Le fait de franchiser, c'est de proposer un concept que tu puisses ensuite vendre à des personnes qui désirent être entrepreneurs, comme un McDonald's ou un Starbucks. Tu achètes le concept et tu peux le développer. Donc là, j'interviens aussi, formation des équipes, animation, voilà. Très bien. C'est un métier très particulier. Ouais. Et donc, tu as fait ça chez Pitaya, avec qui tu ne travailles plus? Non, j'ai arrêté j'ai fait 2015-2019. Ah ouais, quand même. Ouais, c'est ça. Il y a eu pratiquement une centaine d'ouvertures de restaurants et c'était super enrichissant parce que j'avais ce côté un petit peu comme consultant où j'interviens sur le début des projets, mais je continuais à suivre les restaurants. Il n'y a pas le côté de déchirement que tu as connu. Ça va. Ils avaient toujours mon numéro de téléphone, ils pouvaient toujours m'appeler s'ils avaient besoin. Et j'adore ce milieu qui n'est pas trop connu dans la restauration. On parle très peu du milieu de la franchise. Ouais. Mais c'est un milieu qui est ultra humain que j'adore. Okay. Parce que les gens qui désirent ouvrir des concepts, notamment en restauration, ne sont pas forcément des restaurateurs. Du coup, quand ils ont le projet d'ouvrir un restaurant, ils sont souvent très fébriles. Ouais. Et c'est
un moment que j'adore parce que du coup, ils sont là. Il y a un côté maternel du coup qui est ultra fort où je me dis, je vais te protéger, je vais t'aider à ouvrir ton restaurant. On sent la maman. Ouais, c'est ça. Et moi, j'adore ça. Et ensuite, un suivi à côté. Enfin, j'aime beaucoup ce milieu. Ok. Ouais. Et donc après Pitaya, il y a encore eu de nouvelles aventures pour arriver où tu es aujourd'hui. Il y a eu le restaurant Moser à Boulogne notamment. Ouais, très joli projet. Moser qui est un projet de Charlotte Bernard. Pour la petite histoire, elle était monteuse audiovisuelle avec mon mari. Ah d'accord, ok, très bien. Et elle avait ce projet d'ouvrir ce restaurant. Elle en rêvait, elle en avait parlé à mon mari et mon mari il fait mais attends, mais ma petite femme elle pourrait vachement t'aider, ça pourrait être sympa. On s'était rencontrés une première fois et elle m'avait dit j'ai le projet d'ouvrir un restaurant de ceviche. Je lui ai dit ok, t'es allée en Amérique du Sud? Elle m'a fait non. Je suis ok, t'es fan de ceviche? Elle me fait bah c'est à la mode. Je fais ok, c'était plus mûris ton projet et on se revoit quand t'es prête. Et la jolie histoire, c'est qu'on s'est revus 1 an après. Elle a demandé à me voir. Elle m'a fait écoute, je pense que je tiens le bon bout. J'aimerais bien que ce restaurant s'appelle Moser et qu'il y ait une histoire maternelle derrière ça. Et j'étais enceinte. Et je venais de perdre ma mère. Ah ouais, ok. Et je me suis dit, ok, c'est un signe. C'est un signe, ouais, c'est clair. J'ai quitté Pitaya et du coup, j'ai rejoint le projet. Et c'était super joli. C'était la première fois que j'étais vraiment chef de mon restaurant. Avec mon équipe et c'était un très très joli projet. Ouais. Et quelle belle histoire, franchement, je savais pas l'histoire qui était derrière tout ça, mais c'est hyper joli. Ouais, on avait vraiment le but de faire une cuisine très maternelle, que nos clients se sentent un petit peu comme notre famille, de les accueillir, de faire aussi une cuisine destinée un petit peu aux enfants, de faire des purées maison. On a passé, je pense, pratiquement 1 an à aller rencontrer des producteurs locaux. On a travaillé avec des céramistes. Enfin, chaque projet était super personnel, tout était impliqué. Trop chouette. Merci. Et donc aujourd'hui, alors je sais pas si entre deux il y a eu d'autres choses, mais aujourd'hui tu travailles. Il y a eu l'arrivée du 2e enfant. Ouais. Alors c'est vrai que la vie de la restauration de chef de cuisine c'est sympa, mais avec la maternité, à un moment je me suis dit mince, ça prend quand même beaucoup de temps. Mon équipe était formidable, j'avais 3 secondes de cuisine, ce qui est quand même très rare en restauration. Donc j'étais ultra bien secondée, mon équipe était formidable, c'était mes amours. Mais j'ai pas eu l'impression à un moment de réussir à bien conjuguer entre ma vie de famille et les restaurants. Et je me suis dit peut-être effectivement que retourner dans une structure où je peux me consacrer un peu plus à ma famille. Et avec cette 2e grossesse qui arrivait, c'était peut-être un meilleur choix. Voilà. Donc finalement, je suis retournée à mon compte, où j'ai pu participer à la création d'autres concepts, de franchises, etc. Et je viens tout juste, enfin, de reposer mes valises dans une belle maison. Voilà. Oui, parce que tu disais, c'est pas ta nature profonde d'être entrepreneuse, finalement. Tu l'as un peu à tes dépens. Mais c'est ça, c'est incroyable. Depuis le début de mon parcours, tout me pousse à être entrepreneur. Et moi, j'ai eu une éducation asiatique ultra traditionnelle, quoi. C'est la petite femme, la petite maman. Par contre, j'ai toujours été entourée de personnes ultra inspirantes autour de moi, qui m'ont poussée à être un peu plus qu'une femme basique, comme qu'on m'a appris à être. Et j'ai toujours voulu, du coup, honorer ça. Le fait aussi de vivre en France, on vit dans une ère où, justement, on nous pousse à sortir un petit peu de ces retranchements. Donc j'essaie de valoriser ça un maximum, mais c'est vrai que fondamentalement, moi, j'ai l'impression d'être plus un porte-drapeau. De pousser les gens à créer leurs projets, de les élever, mais de moi-même, je préfère être derrière que devant. C'est marrant. C'est marrant. Bon, en tout cas, j'espère que tu es heureuse d'avoir posé tes valises et que ça durera. En tout cas, que tu as trouvé une stabilité qui te permette de t'épanouir. Mais en tout cas, un parcours incroyable quand même, et je tiens à préciser quand même qu'à côté de ça, tu as été chroniqueuse télé, tu as écrit des livres et tout ça, alors peut-être plus dans le moment, dans la grosse période médiatique et peut-être moins par la suite, mais tu as quand même fait tout ça dans ta vie professionnelle. Les livres, j'ai réussi à en sortir 1 ou 2 par an. Ah, c'est pas mal en plus de tout ce que tu fais. J'ai eu la chance aussi d'être liée à une très belle maison d'édition dès le début de ma petite carrière, qui est Fleurus Édition. Et en fait, on fait plein de livres ensemble sur la thématique de l'Asie et du Vietnam. Et
j'adore écrire. Et en fait, le soir, limite, les enfants sont couchés, je sors mon ordinateur et je me mets à écrire. C'est mignon, c'est sympa. Ok, très bien. C'est ton moment de détente, quoi, finalement. Voilà. Et écoute, c'est hyper inspirant. Et donc voilà, on a beaucoup parlé de ton parcours. Oui. L'idée maintenant, c'est de parler un peu plus du côté maternité. Donc comme tu disais, tu as eu 2 petites filles. Est-ce que tu as toujours eu envie d'être maman déjà et à quel moment tu t'es dit, allez, faisons un enfant? En fait, moi, la maternité, elle s'est vraiment exprimée en moi, justement, dans la cuisine. Okay. Je me suis rendu compte que en étant passionnée de cuisine, j'avais un besoin limite animal de voir les gens manger. Okay. Et c'est marrant parce qu'on en a parlé toutes les deux juste avant ce podcast. J'ai eu une première frustration en sortant, en devenant cuisinière, c'est que je me suis rendu compte que j'étais enfermée dans une cuisine et que je ne voyais pas les gens manger dans la cuisine. J'étais ultra triste. et un des premiers projets que j'ai fait avec des amis, c'était d'ouvrir un food truck. Okay. Parce que j'avais envie de voir les gens bouffer ma cuisine. C'est ultra animal. Hein. Et mon mari, il me le dira, il te le dira avec grand plaisir. Un des premiers trucs, dès que je pose la cuisine sur la table, dès qu'ils sont en train de manger, à chaque fois je les regarde je me dis, alors c'est bon, ça vous plaît, c'est trop mignon. C'est marrant, ouais. Donc ce côté maternel, je l'ai déjà vraiment naturellement. Okay. Aussi dans le côté relationnel, aussi moi dans ma manière de manager. Okay. Je suis ultra maternelle, c'est mon équipe à chaque fois, c'est j'ai toujours des petits mots d'amour pour eux. Okay. Je me lie à chaque fois que je recrute quelqu'un, je me lie de manière très forte avec lui. C'est ultra fusionnel. C'est mes petits chéris, c'est mes amours. D'accord. Je suis comme ça. Et le côté bouffe, clairement, ouais, c'est ultra maternel. Oui. Et le fait d'avoir eu des enfants, alors c'est arrivé un petit peu tôt pour moi, je trouve. Ah oui, ok. Ouais, je suis tombée enceinte, je pense, à 29 ans. J'étais en plein... Ouais, c'est ça, ouais, c'est pour ça. C'était un choix, du coup. Non, ça a été une surprise. Okay. Ça a été une surprise. Mon mari, ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble. Okay. On s'est rencontrés sur une émission qui était Village Départ. Sur France 2 de mémoire et il faisait partie de l'équipe technique, donc jolie histoire d'amour d'été. Oui, c'est clair. Et au bout de 11 mois, je lui fais oula, surprise. Et en fait, moi je fonds en larmes, je suis en mince, voilà, ça tombe mal, va falloir entre guillemets débarrasser. Et là, c'est là où, en fait, finalement, je me suis dit que ce garçon, peut-être que ça va durer longtemps avec lui. C'est que lui, il l'a pris comme une super belle nouvelle. Oh, wow. Et du coup, je m'y attendais pas du tout. Je fais, ouais, non, mais t'es prêt? Il me fait, bien sûr. Et lui, par contre, il est né en se disant, un jour, je serai père. Okay. C'est vraiment le côté paternel, il est très, très fort en lui. Okay. Et pour la petite histoire aussi, c'est le moment où ma petite maman était malade. Ouais. Et je me suis dit, ok, peut-être toutes les planètes sont alignées. Peut-être qu'il y a l'occasion qu'elle puisse me voir maman avant qu'elle nous quitte. Donc voilà. Okay. Donc cette fille est arrivée là. Et c'est trop bien. Ouais, voilà. Finalement, dans un tourbillon dans ta vie pro, était un petit peu en tourbillon, mais finalement... C'est ça. Et comment tu as fait alors pour gérer cet équilibre, pour trouver, j'imagine, un nouvel équilibre Je pense que... alors... Bravo à toutes les femmes qui sont seules et qui vivent un parcours de maternité seule. Moi, je pense que c'est sincèrement quelque chose que je n'arriverai pas. Ouais. Mon binôme avec mon mari, il est essentiel. Okay. On est ultra organisé et structuré. J'ai la chance que lui il puisse être relativement libre au niveau de son planning. Il est réalisateur post-prod, monteur audiovisuel, donc il gère, lui, tant que son taf est fait, tout va bien. Donc voilà, pour être honnête, c'est lui qui emmène les filles à la crèche et à l'école. C'est lui qui va les chercher. Alors par contre, c'est moi qui fais la mise en place et les repas. Tout est rangé en Tupperware, en boîte de mise en place à la maison, etc. On a l'impression que c'est un petit restaurant. Oui, c'est ça, il y a la chef de cuisine à la maison. Ah non, mais ça, il n'y a pas de souci. Mais sinon, il est ultra présent pour ses filles. Et Dieu merci, parce que s'il n'était pas aussi sur le terrain, moi, je serais dans une culpabilité profonde et je ne pourrais pas autant m'exprimer dans mon travail. Ok, voilà. C'est ça qui te permet vraiment d'avoir ton équilibre, finalement, entre le pro et le perso. Ah non, mais vraiment, on est en tandem, quoi. Okay. Et c'est trop bien. Ouais, et c'est ça, j'imagine, ce qui fait fonctionner tout ça. Ah, mais il n'y a pas de magie, c'est clairement. Et moi, c'est ça,
c'est vraiment, il me pousse à m'exprimer professionnellement et à faire ce que j'aime. Et j'en demandais pas tant de sa part, et c'est vraiment, il se donne énormément. Oui, du coup, tu t'es jamais sentie un peu bridée dans ce que tu voulais faire dans ta vie professionnelle parce que tu es devenue maman? Pas du tout. Au contraire, c'est lui qui me pousse à me dire vas-y, amuse-toi, travaille, enfin, fais tes trucs. Enfin, là, c'est depuis un petit moment, depuis ma nouvelle prise de poste, je n'avais pas le temps de faire du sport. C'est lui qui me dit le matin, vas-y, mets-moi juste les petites affaires pliées d'avance, etc. pour les petites. Vas-y le matin. Enfin, vraiment, c'est un bon garçon. Belle... Je suis bien tombée. Ça a l'air d'être pas mal. Il est pas mal. Est-ce qu'on parle de ses défauts maintenant? Non, je rigole. Non, écoute, on l'invitera, on fera quelque chose. Non, mais c'est chouette, c'est beau de voir un couple qui fonctionne aussi bien finalement, qui se porte aussi bien pour les challenges professionnels que j'imagine les challenges de la vie personnelle, et il doit y en avoir des tonnes. Du coup, tu as eu ta deuxième fille. Oui. Au moment, alors ça y est, je suis déjà perdue, à quel moment? Après, justement, à la fin de Mother. À la fin de Mother. Là, je suis retournée à mon compte et j'étais consultante. Et, j'ai travaillé pour plusieurs enseignes. Beaucoup dans le milieu de la franchise, hein, bizarrement, le fait d'avoir mis un premier pied à Pitaya, et vu que c'est un univers qui se développe énormément et où il n'y a pas beaucoup de monde, j'ai eu l'occasion de travailler beaucoup dans le milieu de la franchise, et le fait que là aujourd'hui je suis chez DNA Paradis, qui a les paradis du fruit, Hanoi Café, Soupidjo, Jazz Boone, Misco, enfin de très beaux jolis concepts. C'est un milieu où je suis à l'aise en fait. Voilà. Et donc tu as trouvé que c'était le bon moment du coup pour avoir un deuxième enfant, en posant un peu plus tes valises. Enfin, avant, du coup, je veux dire... Oui, c'est ça. En fait, ça fait ma petite dernière, elle a 2 ans. Moi, oui, c'est ça, effectivement. C'est vrai que le milieu de la franchise, ça me permet de pouvoir rester dans la restauration et de pouvoir avoir une vie de famille entre guillemets classique. Oui, ça, t'as pas les horaires d'un restaurant comme quand t'es chef de cuisine chez Mother, par exemple. J'ai aussi parfois à la fois le besoin et la nécessité de faire des services le soir pour être au plus près des équipes, pour pouvoir les former, mais j'ai beaucoup plus de liberté. Voilà, avant, quand tu es chef de restaurant, bien sûr, ça arrive. Hein, t'as quelqu'un qui est malade, on peut t'appeler en pleine... Oui. Je m'étais carrément installée. Mon appartement était juste au-dessus du restaurant. Parce que, après, c'était moi qui l'avais choisi, mais j'avais ce besoin de me dire, s'il y a quoi que ce soit, je lâche tout, et c'est très souvent arrivé d'être en plein bain et de me dire Nicolas, récupère le bain, et hop, de prendre ma veste de cuisine tel Superman, de descendre et de retourner au restaurant. Mais il y a une dévotion quand tu es chef de cuisine. Il y a une dévotion qui est pour moi nécessaire. Le restaurant, c'est toi qui tiens le restaurant. Si on a besoin de toi, il faut que tu sois un maximum là. Tes équipes ont besoin de toi. Le choix que j'ai fait, qui est réaliste aussi, c'est qu'à la naissance de ma deuxième fille, je ne pouvais plus autant donner. Voilà, j'ai préféré me dire, je vais donner à mes 2 filles et à mon mari. Et du coup, c'est cette vie de restaurant traditionnel qui me manque énormément. C'est vrai. J'adore. Heureusement, je le vis encore au quotidien, mais plus pareil. Le service, c'est excitant. La mise en place, c'est excitant. Pour moi, c'est un gros jeu vidéo. Je sais pas si tu connais Dinner Dash, ce jeu. Ah non, moi j'allais te parler d'Overcooked. Ah oui, mais c'est pas... Parce que ça, je peux y passer mes journées. Non, mais je te jure que pour moi, c'est ultra similaire. Mais c'est vrai. Moi aussi, les peu de services que j'ai fait dans ma vie, j'en garde des trop bons souvenirs. Parce que quand c'est le coup de feu, t'as un truc excitant. Mais c'est ça, t'as l'impression que tu dois embriquer les choses, tu dois organiser. T'as les clients qui arrivent, t'as les petites bulles, hop, ils ont choisi. Hop, il faut que ça... il y a un côté chef d'orchestre et jeu vidéo ultra geek que j'adore. Mais oui. Voilà. Donc aujourd'hui, même si je suis entre guillemets juste directrice culinaire d'un groupe et que je n'ai pas la responsabilité du service, dès que je peux... Tu essayes d'être un peu en cuisine quand même. Je mets un pied, vous avez besoin de quelqu'un? Quoi? Il y a un absent? J'arrive. J'ai toujours j'ai un énorme sac là. T'as une blouse dedans? Exactement. J'ai ma veste de cuisine, j'ai mon tablier, j'ai mes chaussures, mes crocs de cuisine. Donc finalement, ça te permet de jongler entre ta vie de maman, ce que t'as envie de faire. C'est chouette, c'est chouette. Non, j'ai beaucoup de luxe dans ma vie aujourd'hui.
Tu as bien de la chance d'en profiter, et de le reconnaître en tout cas. Ça c'est sûr, mais comme on disait en off, il y a tout le travail qu'il y a derrière quand même aussi, et c'est mérité tout ça. Merci. Et je me demandais, alors tu en as déjà parlé un petit peu évidemment à travers tout ce que tu viens de dire, mais d'avoir des enfants, est-ce que ça a changé ta vision du travail? Est-ce que finalement le travail d'un coup tu te dis c'est peut-être pas quelque chose de si important dans la vie ou... Complètement. Après j'ai beaucoup de chance de vivre de ma passion. Ouais. Et c'était quelque chose, il faut savoir que pour moi, c'était absolument pas nécessaire vu l'éducation que j'avais. J'avais pas forcément l'ambition de me dire je vais faire un travail passionné ou tous les matins je vais me réveiller et je vais être motivée. Enfin, pas du tout. Quoi. C'était, pour moi, il y avait un côté un petit peu stratégique, alimentaire, essayer de bien gagner sa vie, pouvoir prendre en charge un peu ses parents, ce genre de choses. Vraiment une éducation très traditionnelle. Mais le fait aujourd'hui de pouvoir lier une passion avec ma vie personnelle, je sais la chance que j'ai. Néanmoins, je sais plus dans quel sens ça se dit. Je travaille pas pour vivre ou je vis pour travailler. Je ne vis pas pour travailler. Ça, c'est certain. Ok. C'est ça. L'air de rien, effectivement, quand c'est l'heure, moi j'y vais parce que je dois aller chercher mes enfants, parce que la cuisine doit être prête, parce qu'il y a les bains à faire, voilà quoi. Même s'il y a des discussions passionnelles, qu'il y a parfois des réunions, etc. Et effectivement, je vais penser quand même à ma vie de famille avant tout. Mais c'est parce que j'ai le luxe de pouvoir le faire. Voilà. Encore une fois, non mais j'ai trop de chance. Oui. Voilà. J'ai honte de le dire à chaque fois. Mais non, tu as bien raison. Non, c'est très très bien. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir réussi à continuer à t'épanouir dans ton métier, mais en le changeant un petit peu finalement, mais t'es quand même resté dans ce domaine, quoi. Oui. Donc c'est vrai que c'est chouette quoi, de voir que tu peux continuer de vivre de ta passion, et tout en ayant aménagé du temps pour ta famille, tes enfants, ton mari. Donc c'est vraiment chouette. Et je me demandais, qu'est-ce que tu as envie de transmettre à tes enfants? C'est dur comme question, j'imagine tellement de choses, mais je me suis dit, quitte à m'adresser à des mamans, je suis curieuse de je pense qu'on a tous une idée avant d'avoir des enfants de ce qu'on aura envie de leur transmettre. Enfin, en tout cas, moi, je sais, j'ai plein d'idées, mais peut-être qu'une fois qu'ils sont là, qu'est-ce que tu aimerais leur dire ou leur transmettre? C'est marrant parce que c'est limite, je bute sur cette question alors que c'est quelque chose que je me pose limite au quotidien à chaque fois que je parle avec elle, et que elle rentre de l'école et elle va me raconter ses petits chagrins. Elle va me dire il y a une copine qui l'a traitée de chippie, du coup ça l'a fait pleurer. Et je me rends compte qu'à chaque fois, ma manière d'aborder ces petits soucis, ce genre de choses, je vais essayer absolument de mettre en valeur l'humanité. C'est quelque chose que je trouve qu'on manque un petit peu énormément. À chaque fois, ça va me faire mal au cœur qu'elle soit un petit peu suspicieuse, qu'elle va penser qu'une copine a voulu être méchante avec elle. Et je vais essayer de lui dire, est-ce que tu penses que c'est intentionnel? Est-ce que tu penses que c'est pas toi qui prends mal la chose? Enfin voilà, j'essaye un maximum de lui donner le fait qu'elle aime les gens, tout simplement. Et que forcément, il faut faire attention. Il y a des gens qui peuvent lui briser le cœur, ce genre de choses. Mais c'est pas parce qu'il y a eu une maladresse que tu dois te dire cette personne n'est plus ma copine. Et moi, dans la manière dont je suis au quotidien avec les gens, avec les personnes avec lesquelles je travaille, bien sûr, je suis tombée sur des personnes où les relations étaient beaucoup plus difficiles, mais ce n'est pas parce que je suis tombée sur une personne qui m'aura fait un petit peu mal au cœur qui va me pousser à moins aimer les autres. Voilà. Et surtout quand tu dis que tu t'attaches vraiment très vite dans le travail et tout, on sent bien que tu as toujours cet amour-là pour les gens. Oui, après je fais mes choix, je m'entoure des personnes que je désire aussi, mais à 36 ans, avec mon petit parcours professionnel, je trouve que c'est important d'aimer les gens, tout simplement. C'est tellement bateau. Non, mais nous, on aime l'amour, donc c'est très beau. Merci. Et je pense que c'est un très beau mot à transmettre à tes enfants, d'aimer les gens ou l'humanité. Complètement. C'est, tu deviens vite suspicieux, tu deviens vite un petit peu aigri. On est en plus, on habite à Paris. En tant qu'enfant, tu te rends compte qu'ils sont super vicieux entre eux parfois. Et j'ai l'impression que
l'humain est très rapidement blessé, fragilisé. Donc voilà, j'essaie de leur donner cette force-là, de se dire que il faut de toute façon bien s'entourer pour pouvoir grandir. Seule, en tout cas, pour moi, je suis certaine que seule, je n'arriverai à rien. Ouais, c'est sûr, je suis assez d'accord. Et c'est vrai que tu parles de la méchanceté qu'il peut y avoir entre les enfants. J'imagine qu'en tant que maman, ça doit être difficile des fois, ou même ça doit faire peur quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre société, le harcèlement scolaire et tout, ça doit être aussi hyper compliqué à gérer en tant que maman. Ouais, tu es toujours un petit peu inquiet de te dire, est-ce que là, justement, on n'est pas sur quelque chose de limite Donc, je questionne énormément. Mais connaissant un petit peu ma fille, elle a 6 ans, elle rentre en CP, elle est susceptible. C'est une petite fille qui est très sensible, comme sa maman. Elle pleure très facilement. Mais cette susceptibilité-là, il faut qu'elle sache qu'elle vient d'elle-même. Qu'elle n'est pas forcément due à un comportement de l'autre. Et je pense que ça, c'est la clé que j'essaie de lui donner. De dire, effectivement, tu es très sensible, mais transforme cette sensibilité en force. Profites-en pour aimer, apprécier, t'attacher aux gens. Et si à un moment, effectivement, tu es un petit peu mal au cœur ou quoi, ou tu te rends compte que cette personne te veut pas forcément du bien, tu l'écartes un petit peu, mais tu te rattaches à d'autres personnes. Et puis, oui, c'est ça, le harcèlement scolaire. Je pense qu'on a toutes les deux des souvenirs où, effectivement, on a vécu toutes les deux des rencontres qui étaient pas forcément jolies, des personnes qui étaient un petit peu dures, mais voilà, à chaque fois, je lui dis, rattache-toi aux adultes, rattache-toi aux animateurs, aux maîtresses, et rattache-toi surtout aux personnes que tu aimes. Bien sûr. Trop chouette, c'est des jolis messages en tout cas, et ça peut être le travail d'une vie, franchement, tout ça. Alors, l'apprendre à 6 ans, c'est déjà pas mal. C'est ça. Écoute, on va arriver à la dernière question du podcast. Je voulais te demander si tu as des conseils pour les femmes justement qui ont des vies bien remplies, qui souhaiteraient avoir des enfants, mais à qui peut-être ça fait un peu peur ou qui se posent 1000 questions. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil ? C'est que de l'organisation. Moi, mon organisation, je la fais à 2 avec mon mari, mais c'est pas forcément nécessaire. Le tout, c'est de savoir de planifier. On est obligé un petit moment de prendre un papier, un stylo et de se dire comment je vais faire. Si à un moment le matin c'est compliqué d'emmener son enfant à la crèche, en fait c'est un souci que tellement de parents ont. Et c'est pas grave, mais bien sûr. Et il y a des petites étudiantes qui sont géniales et qui attendent que ça pour aller chercher ton enfant, le ramener à la maison, lui faire prendre le goûter. Il y a des applications qui sont géniales, qui s'appellent Babysit, ce genre de choses. Avec mon mari, le premier truc qu'on s'est dit, c'est on se met pas de côté. On va au cinéma, on profite de soirées, ce genre de choses. Et dès qu'on a l'envie, comme une envie de pisser, c'est ultra impulsif chez nous, on va sur l'application. C'est un truc de fou, parce que cette application est magnifique, elle est super bien faite. Les personnes qui ont babysité sont notées, on peut mettre des avis, ce genre de choses. On a fait des rencontres mais formidables, des gens avec lesquels je me suis encore attachée. Dis donc, pour changer, Nathalie. Et voilà, quoi, c'est que de l'organisation. Mais ta vie avec des enfants est enrichie, mais tu peux choisir d'être toujours aussi bien comblée. Là où par contre je sens que je fais des concessions, c'est sur les voyages. Mais c'est normal parce que moi j'ai envie de vivre les choses à fond. Mes filles ne sont pas encore allées en Asie. Moi ça me manque énormément. Oui, j'imagine. Mais c'est juste que alors, ma dernière elle a 2 ans. Pour moi elle ne profitera pas encore de l'Asie. Il fait chaud, il fait humide. Niveau de pollution, laisse tomber. Elles vont pas en profiter. J'attends. Je pense que dans 1 ou 2 ans elles seront assez en âge de comprendre et de pouvoir ne pas en souffrir. C'est pas forcément des pays faciles, surtout moi je suis d'origine vietnamienne. C'est un pays un peu rude, quoi. Et moi la première fois que je suis allée au Vietnam, j'avais 4 ans, je suis née en France. J'avais 4 ans. J'ai été tellement bouleversée, je me souviens encore, dès que je suis sortie de l'avion, j'avais l'impression que l'avion était en feu. Tellement il faisait chaud. Tellement il faisait chaud, tellement il faisait humide, je n'ai pas compris. J'ai tout de suite hurlé et je me suis réfugiée dans les bras de mon père, qui me disait mais non, c'est juste la température ambiante, Nathalie. Voilà, c'est ça. Et j'avais 4 ans, quoi. Donc voilà, c'est là où je me mets un petit peu de côté. Voilà, les dernières vacances qu'on a faites, c'était en Vendée. On a loué un mobil-home. C'est pas forcément le truc que j'aurais fait il y a quelques années, mais c'est ce que je
je vois autour de moi, c'est souvent ce que me disent les parents. Et moi, je me dis, bah, c'est sympa aussi, ça fait connaître des coins qu'on connaît pas. Mais c'est sûr que quand on a aimé voyager à travers le monde, ça change un peu. Un petit peu, il faut prévoir les siestes. Donc voilà. Entre 13h et 16h, il y a Netflix pour que les parents patientent pendant qu'il y a la sieste. Voilà, mais je profite aussi de ces moments parce que de toute façon, on le voit, les enfants grandissent tellement vite. Ouais. Même si ce sont entre guillemets des petites contraintes, dès qu'il y a une évolution chez mes filles, c'est pareil, je reviens sur le jeu vidéo, je regrette déjà les étapes précédentes. Moi c'est un truc de fou. Dès que j'ai accouché, je me suis dit je suis plus enceinte. Ok, donc je regrettais déjà l'étape, alors que je me plaignais quand j'étais enceinte, évidemment, comme toutes les femmes. Oui, j'imagine. Mais c'est chaque étape est à vivre à fond. C'est trop bien la maternité. Tu vas adorer. Caro, tu vas adorer. Mais c'est un gros jeu vidéo, pareil. Merci, parce qu'en effet, ce podcast, il est assez personnel au final. C'est clair que si j'ai envie d'interviewer des femmes comme toi, c'est évidemment pour répondre à 1000 questions que je peux me poser. Et si ça peut aider d'autres femmes qui nous écouteront, tant mieux. Donc oui, merci. Moi, je suis persuadée que ça sera une très belle expérience. Et je suis persuadée qu'on est sur Terre pour vivre plein d'expériences. Donc, exactement. Donc voilà, du coup, ce sera une de plus. Mais oui, ton témoignage est précieux. Et en tout cas, est très chouette à écouter. Et c'est beau, en tout cas, ce que tu as réussi à créer, aussi bien d'un point de vue professionnel que personnel, avec ton compagnon et tes filles. T'es un amour. Merci beaucoup. Merci pour ton invitation. On va finir en pleurant, c'est terrible. Je me retiens depuis un petit moment. J'avoue, oui. Eh ben, écoute, encore merci Nathalie. Je mettrai des petits liens peut-être si les gens veulent en savoir plus sur toi ou te connaître, voir ce que tu fais dans la vie. Encore merci. À bientôt, Caro. Merci. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner au podcast Inspirante sur les réseaux sociaux et à laisser des notes sur les plateformes de streaming. À bientôt pour un prochain épisode d'Inspirante.